Il est une question qui hante nos nuits d'insomnie, une prière muette que nous adressons à l'univers lorsque le poids des souvenirs devient trop lourd à porter. Si seulement. Ces deux petits mots sont peut-être les plus douloureux de la langue humaine. Si seulement j'avais dit ce que je pensais, si seulement je n'avais pas pris ce chemin ce jour-là, si seulement j'avais su protéger ceux que j'aimais. Nous portons tous en nous ce fantasme secret d'une machine à remonter le temps, ce désir brûlant de revenir à l'instant précis où tout a basculé pour réécrire le scénario. Nous imaginons, avec une précision cinématographique, ce que notre vie serait devenue sans cette erreur, sans cet accident, sans cette rupture. Nous construisons dans notre esprit une vie parallèle, une vie fantôme, parfaite et sans tache, et nous la comparons sans cesse à notre réalité imparfaite. Cette comparaison est un piège redoutable. Elle nous fige dans une posture de regret éternel, nous condamnant à regarder en arrière pendant que la vie, elle, continue d'avancer sans nous. La première vérité, brutale et incontournable, est celle de la physique. Le temps est une flèche qui ne vole que dans une seule direction. Ce qui a été fait est inscrit dans le marbre de l'existence. La parole blessante qui a été prononcée ne peut pas être ravalée, le verre brisé ne peut pas reprendre sa forme initiale par magie. Et ceux qui nous ont quittés ne reviendront pas toquer à notre porte. Accepter cette irréversibilité est souvent la première étape, et la plus déchirante, de tout processus de guérison. Il y a une violence inouïe dans le fait de comprendre que nous sommes impuissants face à la mécanique du temps. C'est un deuil que nous devons faire, le deuil de notre toute-puissance, le deuil de l'idée que nous pouvons tout contrôler. Tant que nous luttons contre cette réalité factuelle, tant que nous nous épuisons à vouloir effacer l'événement, nous restons prisonniers. Nous sommes comme des oiseaux qui se cognent indéfiniment contre une vitre transparente, espérant qu'à force de volonté, la vitre finira par céder. Mais la vitre du passé est incassable. Cependant, et c'est là que réside toute la subtilité de la psychologie humaine, si nous ne pouvons pas changer les faits, le passé ne se résume pas aux faits. Qu'est-ce que le passé, au fond? Est-ce une archive poussiéreuse stockée quelque part dans un grand livre cosmique? Non. Pour un être humain, le passé n'existe que sous une seule forme, la mémoire. Et la mémoire n'est pas une caméra de surveillance qui a enregistré la scène avec une fidélité absolue. La mémoire est une reconstruction vivante, subjective et émotionnelle. Lorsque vous repensez à votre enfance ou à un amour perdu, vous ne visionnez pas un film documentaire, vous peignez un tableau. Et ce tableau, vous le repeignez chaque fois que vous y pensez, avec les couleurs de votre humeur actuelle, avec votre compréhension d'aujourd'hui. C'est ici que la porte s'entr'ouvre. C'est ici que la réponse à la question puis-je changer le passé commence à basculer du non vers un oui nuancé et porteur d'espoir. Si nous ne pouvons pas changer l'événement, nous avons un pouvoir immense sur la représentation de l'événement. Le passé n'est pas ce qui nous est arrivé, c'est ce que nous nous racontons sur ce qui nous est arrivé. Une même épreuve peut être vécue comme une malédiction qui nous a détruits, ou comme un défi qui nous a forcés à grandir. Ce changement de narration ne modifie pas les faits historiques, l'accident a eu lieu, la perte est réelle, mais il modifie la texture du souvenir. Il change la manière dont ce souvenir agit sur nous dans le présent. Un souvenir traumatique est souvent un souvenir figé, une image qui revient en boucle, toujours identique, toujours terrifiante, comme un disque rayé. Changer le passé, c'est réussir à remettre ce disque en mouvement, à lui donner une suite, à l'intégrer dans une mélodie plus vaste. C'est transformer un trou noir qui aspire toute notre énergie en une cicatrice qui témoigne de notre survie. Beaucoup de gens pensent que leur passé est un destin. Ils se disent « j'ai été abandonné quand j'étais petit, donc je serai toujours insécure et incapable d'aimer ». En disant cela, ils solidifient le passé, ils en font une prison de béton. Ils utilisent leur histoire comme une excuse pour ne pas vivre, comme une prophétie autoréalisatrice. C'est une forme de fidélité mal placée à sa propre souffrance. Ils croient que s'ils arrêtent de souffrir, ils trahissent ce qu'ils ont vécu, ou ils minimisent la gravité de ce qu'on leur a fait. Mais c'est une erreur. Guérir, modifier son rapport au passé, ce n'est pas oublier, ce n'est pas pardonner l'impardonnable. C'est simplement refuser que le passé continue de dicter le présent. C'est décider que l'enfant blessé que nous étions ne doit pas empêcher l'adulte que nous sommes de prendre les commandes. Le remords est souvent le gardien le plus féroce de ce passé douloureux.
Le remords est cette voix intérieure qui nous répète que nous aurions dû agir autrement. Il est utile à petite dose, car il nous apprend à ne pas reproduire nos erreurs, il est le socle de notre conscience morale. Mais lorsqu'il devient chronique, le remords est un poison. Il nous maintient dans une boucle de culpabilité stérile. Nous nous flagellons pour des choses que nous ne savions pas à l'époque. C'est une injustice que nous nous infligeons à nous-mêmes. Nous jugeons nos actions d'hier avec notre sagesse d'aujourd'hui. Mais hier, nous n'avions pas cette sagesse. Nous avons fait ce que nous pouvions avec les outils, les peurs et les connaissances que nous avions à ce moment-là. Changer le passé, c'est aussi aller à la rencontre de cette version passée de nous-mêmes, celle qui a commis l'erreur ou subi l'épreuve, et la regarder avec compassion plutôt qu'avec mépris. Nous allons donc explorer, dans les prochaines étapes, comment opérer cette alchimie intérieure. Comment prendre ce plomb lourd et froid qu'est le passé traumatique ou le passé coupable, et essayer, petit à petit, de le transmuter en or. Nous verrons que notre mémoire est beaucoup plus malléable que nous le croyons. Les neurosciences nous montrent aujourd'hui que chaque fois que nous nous remémorons un événement, nous le modifions légèrement au niveau synaptique. Cela signifie que nous sommes biologiquement conçus pour réécrire notre histoire. Nous ne sommes pas des disques durs passifs, nous sommes des auteurs actifs. La question n'est donc plus puis-je changer les faits, car nous savons que c'est impossible, mais puis-je changer l'histoire que je me raconte pour qu'elle cesse de me faire mal et commence à me porter. C'est un voyage vertigineux, car il demande de renoncer à la position de victime. Tant que je dis « mon passé m'a détruit », je suis une victime. C'est douloureux, mais c'est confortable car je n'ai rien à faire. Si je dis « mon passé m'a blessé », mais j'ai décidé d'en faire autre chose, je deviens un créateur. Je reprends le pouvoir. Je cesse de regarder le rétroviseur pour regarder la route, tout en sachant que ce que je vois dans le rétroviseur fait partie du voyage, mais ne détermine pas la destination. Le passé est une terre étrangère où nous avons habité, mais nous n'y vivons plus. Nous avons le droit d'en emporter les bagages qui nous sont utiles et de laisser sur le bord de la route ceux qui sont trop lourds. C'est ce tri sélectif, conscient et courageux, qui constitue la véritable modification du passé. Pour comprendre comment nous pouvons agir sur le passé, il faut d'abord briser un mythe tenace sur le fonctionnement de notre mémoire. Nous imaginons souvent notre cerveau comme une immense bibliothèque où chaque souvenir serait un livre rangé sur une étagère, intact et poussiéreux, attendant d'être ouvert. Selon cette vision, ce souvenir consisterait simplement à aller chercher le livre, à le lire tel quel, et à le ranger. Mais les neurosciences nous révèlent une réalité bien plus fascinante. La bibliothèque n'existe pas. Le souvenir n'est pas un objet stocké, c'est une reconstruction active. À chaque fois que vous évoquez un moment de votre vie, votre cerveau ne retrouve pas l'information, il la refabrique. Il rassemble des fragments dispersés, une odeur, une image, une émotion, et il tricote une histoire cohérente dans l'instant présent. Cela signifie qu'un souvenir est une matière vivante, biologique, qui se transforme un peu plus à chaque évocation, comme une pâte à modeler que l'on retravaille sans cesse. Cette découverte est fondamentale car elle contient la clé de notre libération. Si le souvenir se reconstruit au présent, alors il est coloré par ce que nous sommes aujourd'hui. L'adulte que vous êtes devenu ne raconte pas la même histoire que l'enfant que vous étiez, même si les faits sont identiques. Prenez un événement difficile de votre enfance, par exemple une période de pauvreté. L'enfant l'a peut-être vécu avec honte et insécurité. Mais l'adulte que vous êtes aujourd'hui peut revisiter ce souvenir et y voir autre chose. La solidarité de vos parents, l'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour s'en sortir, la force de caractère que cela a forgé en vous. En changeant l'angle de la caméra, vous changez la nature même du souvenir. Ce n'est plus l'histoire de ma honte, c'est devenu l'histoire de ma résilience. Le fait, la pauvreté, n'a pas bougé d'un millimètre, mais le passé émotionnel, lui, a été totalement métamorphosé. C'est ce que l'on appelle le remaniement de l'histoire. Ce n'est pas du mensonge. Il ne s'agit pas de s'inventer une enfance dorée ou de nier les traumatismes. Il s'agit de compléter le tableau. Souvent, la souffrance nous donne une vision tunnel. Nous ne voyons que ce qui nous a blessés. Nous sommes focalisés sur l'agression, sur la perte, sur le manque. Changer le passé, c'est élargir le cadre. C'est se demander, oui, il y a eu cette blessure,
Mais qu'y avait-il d'autre autour? Y avait-il une main tendue que je n'ai pas vue? Y avait-il en moi une ressource que j'ai ignorée? En allant chercher ces détails oubliés, ces petites lumières qui existaient à côté de l'ombre, nous rééquilibrons notre mémoire. Nous la rendons moins toxique. Le passé cesse d'être un bloc monolithique de douleur pour devenir un paysage nuancé, plus respirable. Ce travail de réécriture est d'autant plus puissant qu'il modifie physiquement notre cerveau. Nos neurones se connectent entre eux par des chemins préférentiels. Si vous passez votre temps à ruminer un échec en vous disant « je suis nul », vous renforcez une autoroute neuronale de dévalorisation. Chaque fois que vous repensez à cet événement, vous empruntez cette autoroute et vous la rendez plus rapide, plus automatique. Mais si vous commencez à vous raconter l'histoire différemment, en vous disant « j'ai échoué, mais j'ai appris, et cela m'a permis de rebondir vers autre chose », vous commencez à tracer un nouveau sentier dans la forêt de vos neurones. Au début, c'est difficile, la friche est dense. Mais avec la répétition, ce nouveau sentier devient une route praticable, et l'ancienne autoroute de la douleur, moins fréquentée, finit par s'effacer sous la végétation. Nous avons littéralement le pouvoir de sculpter notre cerveau par la force de notre narration. Cependant, ce remaniement ne se fait pas toujours seul. Il a souvent besoin d'un tiers, d'un témoin bienveillant. C'est le rôle d'un ami, d'un conjoint ou d'un thérapeute. Pourquoi? Parce que quand nous sommes seuls, nous tournons en rond dans nos propres interprétations. L'autre, par ses questions, par son regard neuf, vient introduire de la souplesse. Il peut nous dire « Tu me dis que tu as été lâche ce jour-là. Mais moi, quand j'écoute ton histoire, je vois surtout quelqu'un de très jeune qui était terrifié et qui a fait ce qu'il pouvait pour survivre. » Soudain, une nouvelle version du passé devient possible. L'étiquette lâche se décolle pour laisser place à l'étiquette survivant. L'événement n'a pas changé, mais le jugement que nous portons sur nous-mêmes s'est adouci. Et quand le jugement s'adoucit, la douleur du passé diminue. Il faut aussi comprendre que notre mémoire est une grande conteuse qui cherche du sens. L'être humain ne supporte pas le hasard ou l'absurde. Si un malheur nous frappe, nous voulons savoir pourquoi. Souvent, faute de réponse, nous nous désignons comme coupables. Si cela m'est arrivé, c'est que je l'ai mérité, c'est que je suis mauvais. C'est une tentative désespérée de garder le contrôle. Si c'est ma faute, alors je peux agir pour que cela ne recommence pas. Changer le passé, c'est oser lâcher cette fausse culpabilité. C'est oser dire « Non, je n'y étais pour rien. C'était la faute du hasard, de la maladie ou de la violence de l'autre. » Ce désengagement est une libération. Il remet la responsabilité à sa juste place. Il nettoie le passé de cette couche de honte qui n'a pas lieu d'être. On rend à César ce qui est à César, et on rend à l'agresseur ou au destin ce qui lui appartient. Certains craignent qu'en touchant à leurs souvenirs, ils trahissent la vérité. Ils pensent qu'il existe une vérité vraie du passé qu'il faut préserver comme une relique sacrée. Mais quelle vérité? Celle de l'enfant de 5 ans? Celle de l'adolescent révolté? Celle de l'adulte amer? Il n'y a pas une seule vérité du passé, il y en a 1000, superposées comme des calques géologiques. Choisir la version qui nous aide à vivre, ce n'est pas se mentir, c'est faire preuve d'intelligence adaptative. C'est choisir la vie. Si une version de votre histoire vous tue à petit feu, vous avez le droit, et même le devoir, d'en changer. Vous avez le droit de raconter votre histoire non pas comme une tragédie grecque où le héros finit écrasé, mais comme un voyage initiatique où le héros traverse les épreuves pour trouver sa lumière. N'oublions pas que le passé contient aussi des trésors que nous avons peut-être enfouis. En nous focalisant sur les traumatismes, nous oublions parfois les moments de grâce, les gestes de tendresse, les victoires minuscules. Changer le passé, c'est aussi aller faire de l'archéologie positive. C'est dépoussiérer ces souvenirs lumineux qui ont été recouverts par la cendre du chagrin. Se rappeler qu'avant la dispute, il y avait du rire. Se rappeler qu'au milieu de la maladie, il y avait du courage. Réintégrer ces morceaux de bonheur dans notre récit global permet de diluer la noirceur. Le passé redevient un mélange de teintes, et non plus un monochrome gris. C'est cette richesse retrouvée qui nous permet de nous appuyer sur notre histoire au lieu d'être écrasés par elle. Ainsi, la mémoire n'est pas une malédiction, c'est un outil de création. Nous sommes les cinéastes de notre propre vie.
Nous avons les rushs, les images brutes, mais c'est nous qui faisons le montage. C'est nous qui décidons de la musique de fond. C'est nous qui décidons si nous faisons un gros plan sur la larme ou un plan large sur l'horizon. Ce pouvoir de montage est immense. Dans la prochaine étape, nous verrons comment ce nouveau montage nous permet d'aborder la question la plus délicate et la plus puissante de toutes, celle du pardon et de l'apaisement avec ceux qui nous ont blessés ou avec nous-mêmes. Lorsque nous cherchons à modifier notre relation au passé, nous rencontrons inévitablement un obstacle majeur, sans doute le plus difficile à franchir, la rancune et le refus de pardonner. C'est ici que le travail de transformation se heurte souvent à un mur de béton. La rancune est une forme de mémoire brûlante. C'est une façon de garder le passé vivant en l'alimentant chaque jour avec notre colère. Tant que nous en voulons à ceux qui nous ont blessés, tant que nous ruminons l'injustice, nous restons enchaînés à eux. C'est un paradoxe cruel. En refusant de pardonner, nous pensons punir l'autre, mais en réalité, c'est nous que nous punissons. Nous nous condamnons à vivre en colocation permanente avec notre bourreau dans notre propre tête. Changer le passé, dans ce contexte, signifie couper ce lien toxique. Ce n'est pas effacer ce qui a été fait, mais c'est refuser que ce qui a été fait continue de définir qui nous sommes aujourd'hui. Le mot pardon est souvent mal compris, chargé de lourdeurs religieuses ou morales qui peuvent bloquer la guérison. On imagine qu'il faut être un saint pour pardonner, ou que pardonner signifie dire à l'autre « ce n'est pas grave, j'oublie tout ». C'est une vision fausse et dangereuse. Le pardon psychologique n'est pas une absolution de l'agresseur. Ce n'est pas dire que le mal était un bien. C'est un acte de libération strictement personnel. C'est décider de déposer le sac de pierre que l'on porte sur le dos depuis des années, non pas pour faire plaisir à celui qui nous a donné le sac, mais parce que notre propre dos est en train de se briser. Pardonner, c'est se rendre sa propre liberté. C'est dire « tu m'as blessé hier, mais je ne te laisserai pas me blesser aujourd'hui et demain ». C'est un acte d'égoïsme sain. C'est reprendre l'énergie que nous gaspillons dans la haine pour l'investir dans notre reconstruction. Mais le pardon le plus complexe, le plus insaisissable, est souvent celui que l'on doit s'accorder à soi-même. Dans le secret de notre conscience, nous sommes souvent nos juges les plus impitoyables. Nous nous reprochons des choix faits il y a 10 ans, des mots dits trop vite, ou des silences lâches. Nous nous traînons devant le tribunal de notre esprit, encore et encore, pour nous condamner à la même peine. Cette autoflagellation est une tentative magique et désespérée de payer une dette pour changer le cours des choses. Nous croyons inconsciemment que si nous souffrons assez, le passé sera lavé. Mais la souffrance ne lave rien. Elle ne fait qu'ajouter de l'ombre à l'ombre. Changer le passé, c'est décréter une amnistie intérieure. C'est regarder cette version passée de nous-mêmes avec la même bienveillance que l'on accorderait à un meilleur ami. C'est comprendre que nous avons fait de notre mieux avec le niveau de conscience et les blessures que nous avions à l'époque. Cette démarche mène à l'acceptation, un terme souvent confondu avec la résignation. La résignation, c'est baisser les bras et se laisser couler. L'acceptation, c'est relever la tête et regarder la réalité en face, sans filtre. C'est dire « oui, cela a eu lieu. Oui, j'ai perdu cela. Oui, j'ai été trahi. » Tant que nous sommes dans le déni ou le marchandage, si seulement, nous gaspillons notre force vitale à lutter contre le réel. L'acceptation est le moment où la lutte cesse. C'est le moment où l'on arrête de frapper contre la porte fermée du passé pour commencer à chercher les fenêtres ouvertes du présent. C'est un moment de grand calme. La douleur est toujours là, mais elle change de nature. Elle n'est plus une douleur qui se débat, elle devient une douleur qui s'intègre. Elle cesse d'être un corps étranger pour devenir une part de notre géographie intime. C'est à cet instant précis que le passé change de couleur. Il ne devient pas rose, il ne devient pas merveilleux, mais il devient utile. C'est la grande alchimie de la résilience. Accepter son histoire, c'est commencer à se demander, puisque cela est arrivé, qu'est-ce que je peux en faire? C'est transformer la boue en briques pour construire une nouvelle maison. Peut-être que cette épreuve m'a rendu plus sensible à la douleur des autres? Peut-être m'a-t-elle appris à mieux définir mes priorités? Peut-être m'a-t-elle forcé à découvrir des ressources en moi que je ne soupçonnais pas? En trouvant une utilité à notre passé, nous lui donnons un sens. Et le sens est le meilleur antidote au désespoir.
Ce qui nous détruit, ce n'est pas la souffrance, c'est la souffrance absurde, celle qui ne sert à rien. Quand le passé devient un enseignement, il cesse d'être un fardeau. Il est important de noter que ce processus n'est pas linéaire. On ne se réveille pas un matin en ayant tout pardonné et tout accepté. C'est une danse, avec des avancées et des reculs. Il y a des jours où la colère revient, où le regret nous saisit à la gorge. C'est normal. Changer le passé est un travail d'artisanat quotidien. C'est choisir, encore et encore, de ne pas laisser l'amertume gagner. C'est choisir, chaque fois que le souvenir remonte, de l'accueillir avec douceur mais de ne pas le laisser prendre les commandes. C'est un exercice de souveraineté. Nous ne sommes pas responsables de ce qu'on nous a fait subir dans le passé, mais nous sommes entièrement responsables de ce que nous faisons de ce souvenir aujourd'hui. Le pardon et l'acceptation nous permettent aussi de désacraliser le passé. Souvent, nous mettons nos traumatismes sur un piédestal noir. Nous organisons toute notre vie autour d'eux. Ils deviennent notre identité principale. Je suis une victime d'inceste, je suis un enfant divorcé. En pardonnant, c'est-à-dire en se détachant, nous faisons descendre le traumatisme de son piédestal. Il redevient un événement parmi d'autres. Il perd sa place centrale. Il n'est plus le roi de notre royaume intérieur, juste un vieux conseiller un peu sombre que l'on écoute parfois mais à qui l'on n'obéit plus. C'est ainsi que l'espace se libère. Et quand l'espace se libère, la vie peut à nouveau circuler. Nous comprenons alors que changer le passé, c'est en réalité changer notre présent. C'est cesser d'être un ancien combattant de sa propre vie pour redevenir un civil qui a le droit à la paix. C'est déposer les armes. Cette paix n'est pas l'oubli, c'est la mémoire apaisée. C'est pouvoir raconter son histoire sans trembler, sans pleurer, sans haïr. C'est pouvoir dire « j'ai vécu cela » et sentir que cette phrase ne nous déchire plus, mais qu'elle nous constitue. C'est une cicatrice, oui, mais une cicatrice fermée, solide, insensible au toucher, qui prouve simplement que nous avons survécu et que nous sommes devenus plus forts. Nous arrivons au terme de ce voyage intérieur, et une nouvelle perspective commence à se dessiner. Après avoir accepté que les faits sont immuables, après avoir compris que notre mémoire est une reconstruction permanente et après avoir entamé le chemin du pardon, une question cruciale demeure. Que faisons-nous maintenant? Si nous avons réussi à changer notre passé en le pacifiant, comment cela influence-t-il notre avenir? C'est ici que la notion de résilience prend toute sa dimension. La résilience n'est pas un retour à l'état initial. C'est une erreur de croire que l'on redevient comme avant. On ne revient jamais en arrière. L'épreuve nous a marqués, elle a modifié notre structure intime. La résilience, c'est la capacité à tricoter une nouvelle forme de vie à partir de cette déchirure. C'est l'art de faire quelque chose de beau avec les morceaux cassés. C'est comprendre que notre blessure n'est pas une tâche qui nous enlaidit, mais une porte qui nous a ouvert à une compréhension plus vaste du monde. Il existe un terme en psychologie appelé la croissance post-traumatique. Cela signifie que pour beaucoup de personnes, l'après-traumatisme n'est pas seulement une période de réparation, mais une période d'élévation. Ceux qui ont traversé la nuit connaissent le prix de l'aube. Ils développent souvent une sagesse précoce, une hiérarchie des valeurs plus authentique. Ils ne s'encombrent plus de futilité, ils vont à l'essentiel. Ils savent que la vie est fragile, et cette conscience rend chaque instant plus savoureux. Changer le passé, c'est finalement décider que l'événement douloureux ne sera pas une tombe, mais un tremplin. C'est se dire « j'ai souffert, c'est vrai. Mais grâce à cette souffrance, je suis devenu plus empathique, plus fort, plus humble. » C'est là que réside la véritable victoire. Empêcher le malheur de gagner en le transformant en une force de vie. Cette transformation passe souvent par l'altruisme. Boris Cyrulnik observe souvent que les blessés deviennent les meilleurs soignants. Celui qui a connu la faim sait reconnaître la faim dans les yeux de l'autre. Celui qui a été seul sait repérer la solitude dans une foule. Utiliser son passé pour aider les autres est la manière la plus puissante de lui donner un sens. Quand votre douleur devient un outil pour soulager la douleur d'autrui, elle cesse d'être absurde. Elle trouve une utilité sociale et humaine. Vous n'êtes plus celui qui a subi, vous devenez celui qui transmet. C'est une métamorphose identitaire. Le passé devient une ressource. Vous pouvez dire
Si je n'avais pas vécu cela, je ne pourrais pas comprendre ce que tu vis aujourd'hui. C'est ainsi que l'on change le plomb du chagrin en l'or de la compassion. Cependant, il faut rester vigilant sur un point. Ne pas laisser le passé devenir notre unique carte d'identité. Il y a un risque à s'enfermer dans le statut de survivant. C'est une étiquette noble, mais c'est une étiquette quand même. Vous êtes bien plus que votre passé. Vous êtes bien plus que vos cicatrices. Votre histoire est un chapitre de votre livre, mais elle n'est pas le livre entier. Changer le passé, c'est aussi savoir le remettre à sa place, derrière soi. Il est le socle sur lequel vous vous tenez, mais il ne doit pas être le mur qui vous bouche la vue. Il faut apprendre à se définir par ses projets, par ses rêves, par ses amours présents, et non plus seulement par ses manques d'hier. C'est revendiquer le droit à l'insouciance, le droit de ne pas penser à sa blessure pendant quelques heures, quelques jours, puis pour toujours. C'est s'autoriser à être heureux sans culpabilité, sans avoir l'impression de trahir sa propre histoire. Imaginez votre vie comme une œuvre d'art japonaise, le kintsugi. Quand un bol précieux se brise, les artisans ne jettent pas les morceaux. Ils les recollent avec une laque mélangée à de la poudre d'or. Le bol est réparé, mais il porte désormais des veines dorées qui soulignent ses fractures. Il est devenu plus beau, plus résistant et plus précieux qu'avant, précisément parce qu'il a été brisé. Vous êtes ce bol. Votre passé, changé par votre travail intérieur, devient cet or qui lie les morceaux de votre être. Vos failles deviennent vos forces. Vous n'avez plus à cacher vos cicatrices, car elles racontent votre courage. Elles sont la preuve que vous avez affronté la vie et que vous êtes resté debout. Alors, pour répondre à la question initiale, puis-je changer le passé? La réponse ultime est un oui profond et spirituel. Vous ne pouvez pas changer les faits, mais vous pouvez changer tout le reste. Vous pouvez changer l'émotion qui y est attachée. Vous pouvez changer le récit que vous en faites. Vous pouvez changer l'impact qu'il a sur votre avenir. Vous avez le pouvoir de désarmer les fantômes. Ce n'est pas un travail facile, c'est le travail d'une vie. Cela demande de la patience, de la douceur envers soi-même, et parfois de l'aide. Mais c'est le chemin de la liberté. Regardez devant vous. L'avenir est une page blanche. Contrairement au passé qui est écrit à l'encre indélébile, l'avenir s'écrit au crayon, et vous tenez le crayon. Ce que vous avez vécu hier ne détermine pas ce que vous vivrez demain, sauf si vous le décidez. Vous avez le droit d'inventer une suite qui n'a rien à voir avec le début. Vous avez le droit à la rupture de style. Vous avez le droit au bonheur, non pas malgré votre passé, mais avec lui, en l'ayant digéré et transformé. Ne laissez plus les ombres d'hier obscurcir la lumière d'aujourd'hui. Le passé est une terre de silence, le présent est une terre de parole et d'action. Tout se joue maintenant. Chaque respiration est une nouvelle chance, chaque matin est une petite renaissance. Vous n'êtes pas prisonnier de ce qui a été. Vous êtes le créateur de ce qui sera. Alors, prenez votre histoire, toute votre histoire, avec ses ombres et ses lumières. Serrez-la contre votre cœur une dernière fois pour la remercier de vous avoir amené jusqu'ici. Puis, doucement, tournez la page. Le prochain chapitre vous attend, et il promet d'être magnifique.